Le no-code est une extraordinaire opportunité pour permettre à des non-devs de construire des outils complets, complexes et dont ils ont besoin. Bien que cette technologie soit utilisable par des non-devs, celle-ci doit être conçue par des devs traditionnels dans un projet classique. Le code doit créer du no-code. Mais alors, comment coder un environnement no-code? Donner la liberté engendre-t-elle plus de complexité? Et surtout, à quand la singularité? Pour répondre à ces questions d'outils, je ne reçois pas Nicolas Flamel, mais il s'y connaît en transmutation. Cédric, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Cédric, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, donc moi c'est Cédric Guerrier, je suis directeur technique au sein de la société Accelor, donc société qui notamment développe et a été directrice d'une solution ERP basée sur des outils low-code, no-code, dont nous sommes nous-mêmes éditeurs, puisque nous sommes à la base de notre propre framework de développement. Ok. C'est-à-dire que l'intégralité de la solution est entièrement conçue par vous. Il n'y a pas des briques que vous allez choper Alors ailleurs? si, il y a de l'agrégation quand même d'outils existants, hein. On ne va pas réinventer la roue et on va quand même capitaliser sur des outils dont c'est l'expertise. Prenons un premier exemple, typiquement, donc j'ai pas d'un produit qui s'appelle le BPM. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est donc le Business Process Management, donc qui se base sur une norme qui existe maintenant depuis quelques années. Et donc il y a de très beaux produits, notamment un produit open source qui s'appelle Camunda, qui est extrêmement robuste et connu maintenant dans le domaine, sur lequel on s'appuie effectivement pour cette partie BPM. Donc on a certaines parties de notre outil low-code, effectivement, dont on n'a pas la paternité complète. Par contre, pour le reste, effectivement, on va être effectivement à la base du développement réellement des langages que l'on va mettre à disposition. En tout cas, on ne va pas de langage de métadonnées, parce que ça reste du XML, on n'a pas non plus inventé quelque chose de révolutionnaire. Et d'autres outils derrière graphiques qui vont nous permettre en fait d'offusquer un petit peu cet aspect XML qui reste encore un peu du code, même si dans un jargon un peu plus commercial, on va commencer à parler de paramétrage au niveau. Mais tout ça, effectivement, là, ça va être de notre fait, quoi. Ok. Donc j'imagine que la partie low-code, ça va être la capacité à écrire du XML directement, et la partie no-code, ça va être plus une interface visuelle, on va dire, pour agencer des choses. Tout à fait. Alors il y a quand même des demi-mesures, c'est pas tout blanc, tout noir. On va effectivement commencer à parler des aspects low-code à travers le paramétrage XML de la solution. Donc là, on va être un peu plus chez des initiés en termes de réalisation, puisque on reste quand même dans du compilé ou dans quelque chose qui va nécessiter en tout cas des livrables. Ensuite, effectivement, on va passer sur la transition une fois que le produit est déployé avec cette fameuse interface graphique, où on va également avoir du low-code, parce qu'en fait, toute cette brique XML peut directement être transformée directement dans la solution. Et on va avoir les aspects no-code, où on n'aura plus que du glisser-déposer, des actions effectivement beaucoup moins développeurs dans l'état, qui vont nous permettre de construire des solutions plus ou moins complexes. Ok. Avant de creuser un peu comment est-ce que tout ça s'est construit, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec votre solution sur cette partie low-code, no-code? On peut construire une application de A à Z. Très concrètement, sans parler de ce qu'on peut faire effectivement dans les sources qu'on évoquait la première partie XML, déjà simplement avec l'application une fois déployée, on a vraiment cette capacité à créer ses propres formulaires, ses propres objets. Avec le BPM, de pouvoir y coller ses propres processus, donc vraiment ses processus métiers, et puis derrière d'avoir une application qui est prête à l'emploi, sans avoir à fournir une seule ligne de code, qu'on va pouvoir mettre rapidement à disposition, avec les autres avantages de la technologie qu'on va mettre à disposition, puisqu'on ne va pas se limiter à faire un formulaire de bête et méchant, c'est une application qui est totalement web, une application qui est totalement disponible à travers des web services. Donc en fait, très rapidement, vous allez pouvoir créer 2-3 formulaires qui vont pouvoir être accessibles par tous, rapidement, avec une gestion de règles de droit plus ou moins poussée, toujours en faisant du paramétrage low-code, et monter vos propres processus. Okay. Et là, on parle de 2-3 formulaires, mais ça peut bien sûr être de plus en plus riche. Il y a peu de limites. Il y en a, on ne peut pas dire non plus qu'on est
qu'on est parfait et qu'on n'a pas de limitations, mais on peut aller très loin. Comme on est entre devs, je pense que les gens ont assez bien compris le concept de formulaire, de process, de flux d'information. Mais du coup, donc, c'est un ERP que vous éditez. C'est donc ça. l'idée, c'est de gérer quoi? L'ensemble des salariés c'est quoi un peu ça va plus loin que ça, parce qu'effectivement, le RP en tant que tel, aujourd'hui, attaque énormément de besoins métiers. Donc là, on parle des salariés, donc effectivement, on va avoir toute une brique RH, donc vraiment dédiée aux ressources humaines. Maintenant, notre cœur métier, réellement proposé par le RP, on a 2 orientations, la comptabilité et la production, donc vraiment le domaine industriel. Autour de ça, on va retrouver tout ce qui va être notion de supply chain, on va retrouver des CRM, on va retrouver donc effectivement tout ce qui est ressources humaines, gestion de projet, donc plein de gestion de stock si on parle de prod, on couvre vraiment un panel qui est très important, comme va proposer SAP, comme va proposer Sage, à la différence près que voilà, c'est une solution aujourd'hui qui est française, basée sur de l'open source et travailler avec des outils low-code, no-code. Ok. Et donc, du coup, cette partie low-code, no-code, l'idée, c'est de faire du flow d'informations de certains endroits avec des mécaniques du coup, de remplissage, d'édition, ou ce genre de choses. Est-ce que c'est uniquement des actions qui ont lieu dans le RP ou est-ce que, du coup, on peut avoir dans ces environnements-là ajouter, je sais pas, une connexion avec un Salesforce, avec un Payfit, avec un... Alors, je vais parler un peu de l'origine de la genèse. Parce que le pourquoi, effectivement, on s'est orienté sur ce choix-là. On n'est pas nombreux comme éditeur à avoir fait le choix de monter déjà effectivement une plateforme low-code pour pouvoir développer un ERP derrière. C'est qu'on avait pour volonté de faire abstraction des développeurs pour la partie modélisation et gestion des écrans, qui peuvent être consommateurs, pour lesquels il y a beaucoup d'éléments business. Donc ça permettait notamment à des chefs de projet qui étaient ingénieurs, qui avaient quand même des idées et des bases en algorithmie ou en tout cas en informatique, de pouvoir au moins poker des premiers projets avec nos clients. Donc ça, c'était vraiment la première volonté et le premier besoin. Après, on a voulu enrichir, parce qu'au-delà de notre besoin et de monter notre ERP, on a voulu offrir du service supplémentaire à nos clients, qui bénéficiaient déjà de ce que nous, on avait. Et donc, on a commencé à construire autour de tout ça d'autres outils, donc notamment la création de formulaires vraiment de manière graphique, donc à travers des IHM, mais également ce fameux outil BPM, qui va nous permettre effectivement de construire du processus. Et autour de ça, on continue à grandir la famille. Donc, typiquement, et d'ailleurs, ça va être tout beau, tout neuf, là, je tease un peu l'information, mais il y a, dans le produit qui vient de sortir, donc c'est un peu moins de teasing, la capacité déjà de faire des appels web service. C'est-à-dire que à travers le BPM, à travers le process, tu peux directement dans la solution, à travers le low-code, monter des connexions à travers des API REST avec le reste du SI. Et là, sans une ligne de code. Un peu de scripting, mais pas de code pur. Ensuite, il y a les autres possibilités, puisqu'il y a beaucoup d'outils maintenant. On ne peut pas justement savoir si on a tout développé nous-mêmes. Non, on s'appuie quand même sur des solutions robustes. On avait déjà anciennement un module qui nous permettait de nous interfacer avec Zapier, donc typiquement qui pouvait aussi, à travers le low-code, faciliter l'intégration. Maintenant, on va sortir aussi très prochainement un produit qui se base sur une solution existante, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus là, qui permettra de faire la même chose que Zapier, et qui donc permettra de nous interfacer encore plus facilement avec d'autres produits du SI. Donc ça peut être du Excel, ça peut être du SharePoint pour les solutions les plus connues et les plus grandes, ça peut être du Salesforce effectivement pour du CRM. Il y a plus de 1500 connecteurs aujourd'hui qui existent sur ce qu'on va proposer, on va être très large. Ok. Alors du coup, ça permet effectivement de faire pas mal de choses. Ma première question, en fait, c'est sur quand on crée une solution comme ça, comment est-ce que tu permets aux gens d'avoir suffisamment de liberté pour faire ce qu'ils veulent sans t'ajouter, toi, une complexité folle? Alors la complexité folle, elle est faite sur la base, c'est le framework. Ouais. Donc notre objectif et notre but, justement, c'est d'offusquer cette complexité. La complexité, elle est pour nous, c'est la problématique de nos développeurs. Et on tente de la rendre simple, ce qui n'est pas toujours facile, pour nos utilisateurs. Maintenant, la limite à ça, effectivement, c'est que le fait que nous, on puisse aujourd'hui proposer un ERP effectivement généraliste, sur lequel on fait également de la verticalisation, derrière, il va falloir donner les clés de la maison à nos clients. Et tout ce qu'on va proposer en termes de low-code, en fait, on va leur fournir les bonnes pratiques, ils vont être formés pour le faire. Ça va leur permettre d'étendre
effectivement, et de modifier ce qu'on va proposer, sans pour autant être totalement destructif avec ce qu'on propose. Ce qui fait que, normalement, même sur les montées de version, sur ce qu'on va pouvoir amener en plus, parce que nos projets ERP ne s'arrêtent pas à la première livraison, on va être en capacité de faire des montées de version sans totalement remettre en cause tout ce qu'eux, ils vont développer. Et notamment, si on reprend l'exemple du BPM, parce qu'aujourd'hui, c'est là où on a également beaucoup d'intérêt, parce que ça permet de modifier directement les processus métiers. Les processus qu'on va leur proposer de mettre en place sont des choses qui vont venir se greffer justement à ce que nous, on va développer, à ce qu'on va proposer, sans pour autant totalement s'y intégrer. Ce qui fait qu'on va vraiment étendre, on va venir, c'est vraiment du greffon finalement, apporter une richesse totalement supplémentaire, sans jamais remettre en cause ce que nous on propose. Ce qui fait que derrière la complexité ou la maintenabilité de ce qu'eux peuvent faire, ça reste à eux de le maintenir, puisque au moment où ils sont maîtres et souverains de ce qu'ils vont réaliser. Et s'ils ont besoin, bien sûr, on peut apporter le support nécessaire pour les accompagner. Mais comment tu fais pour... Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas su... En termes de conception, parce que l'idée c'est que faut que tes utilisateurs soient capables de faire tout ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire ? En leur donnant certaines contraintes, j'imagine, pour éviter des notions de sécurité, de fuite d'informations. Mais comment tu fais, toi, pour justement poser ce cadre, tout en leur donnant une liberté totale de faire absolument ce qu'ils veulent ? C'est que, en fait, aujourd'hui, quand on parle vraiment de l'ERP, les aspects low-code qui sont utilisés sont tout ce qui va être autour du XML. Pour faire simple, je vais rentrer un peu dans le technique, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va faire en XML, effectivement, est transposé en Java. On parle un peu de stack, effectivement, notre ERP est développé en Java. Les éléments XML qu'on va avoir dans le source, eux, effectivement, ne vont pas bouger. C'est-à-dire que nos clients, ils touchent peu, si ce n'est pas, hors cas particulier. Et donc, une fois que ça s'est mis en place, tous les outils low-code qu'on va mettre en place ne pourront jamais remettre en cause l'intégrité de cette base logicielle. Okay. En partant de ce principe-là, les outils qu'on va leur mettre à disposition vont leur permettre effectivement de surcharger, d'ajouter, de modifier, mais jamais de remettre en cause ce qui est disponible. Si on prend l'exemple justement de se dire je vais créer un nouveau formulaire, ou même potentiellement plus intéressant, d'étendre un formulaire existant, c'est bien beau de créer, mais des fois il faut être en capacité de modifier ce qui existe. Techniquement, l'aspect un petit peu conceptuel effectivement qui va nous permettre de faire ça, c'est que aujourd'hui, la base de données qu'on exploite, parce que quand on parle de data, lorsqu'on parle de modèle de données, derrière, il y a une base de données qui existe et qui est là. Ce sont des bases de données relationnelles. Aujourd'hui, nous, on préconise Postgre, mais on peut fonctionner avec d'autres bases dès lors que c'est relationnel. On va profiter de quelque chose qui existe maintenant depuis quelques années, notamment depuis l'arrivée du NoSQL. Les grands SGBDR ont mis en place des formats JSON sur leur base. Et donc, on va exploiter cette capacité-là pour pouvoir travailler finalement en JSON sur tous les champs, tous les nouveaux attributs que nos clients vont vouloir ajouter. Donc ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça ne remet pas le modèle relationnel en cause. Donc déjà en termes de sécurité, d'accès à la donnée, de modification de la donnée, ça sécurise déjà une partie des éléments. Le deuxième intérêt également à ça, c'est que qui dit base de données, et notamment sur la partie Java, donc notamment notre connexion fonctionne avec un ORM, notamment JPA, et ces outils-là ont peu de difficultés, ou en tout cas dans notre intégration, ça n'a pas été mis en place, et je n'ai pas connaissance de cette faisabilité d'ailleurs, de pouvoir modifier une base de données à chaud. Ouais. Alors, je sais qu'il y a des techniques qui permettent de le faire, mais voilà, c'est pas forcément aisé, ça implique pas mal de petits éléments. On ne fait pas d'autres swapping aujourd'hui sur la solution. Et donc l'intérêt de faire ce format JSON, c'est qu'on a des formats finalement qui ne sont plus totalement structurés, on garde notre structure, et on n'a plus besoin de créer de nouvelles colonnes, de nouvelles bases. Donc on a juste à profiter finalement des nouvelles API, en tout cas des nouvelles méthodes qui sont fournies par les GBDR pour pouvoir requêter l'information. Pour le client, c'est totalement transparent parce qu'en soi, que ce soit sur une base relationnelle ou dans un champ JSON, tant qu'il n'a pas à requêter la base directement, il est plus bloqué, il est plus limité et il est libre de pouvoir alimenter sa base comme il le souhaite, comme il le veut. Ouais, mais tu vois, l'aspect relationnel, il y a aussi des intérêts, notamment avec la notion de clés étrangères et compagnie. On la conserve. Même avec des champs en JSON ? Ouais, on est en capacité de la conserver parce qu'on a réussi à mettre des systèmes qui nous permettent de faire justement des relations, ou de simuler en tout cas des relations 1 à N, N à N, et ça marche aussi dans les deux sens, à travers le JSON et justement en mettant nos clés. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité à travers ces champs de faire que du champ plat. On est aussi en capacité de créer nos propres objets, grâce à la même mécanique d'ailleurs. Donc de créer des objets dédiés qui sont totalement construits en JSON. On est capable de faire des relations avec ces différents objets. Et de simuler vraiment une base relationnelle juste avec ces champs JSON. Mais du coup, ça veut dire que alors c'est pas forcément une surcouche, mais du coup, tu as toute une logique
d'intégrité de la donnée à mener dans ton code, parce que du coup, c'est pas ton GBDR qui va le mener. Tout à fait. Alors là, il va y avoir une limite par contre à ça, parce que effectivement, tout ce qui va être fait en JSON, typiquement, tu n'as plus de contraintes d'intégrité fortes qui va être données dedans. Ça, c'est une réalité. Donc ces contraintes-là vont être portées par deux éléments. Soit les règles de sécurité que tu vas mettre en place à travers tes règles de droit, soit effectivement uniquement par ta vue. Donc côté vue, effectivement, ça pose pas de problème. La limitation qu'on peut avoir avec ça, c'est sur les appels web services, effectivement, où là, il va falloir être un petit peu sensibilisé à la chose pour s'assurer de ne pas casser derrière le système et le schéma de données. Okay. Maintenant, vu que tous ces éléments-là, de toute façon, restent quand même en greffon à l'extérieur, les processus durs et les processus lourds restent sécurisés et bloqués. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de comptabilité, les gens qui vont venir un petit peu augmenter ou surcharger ce que fait la compta, ils ne vont pas remettre en cause tout le processus lié à la comptabilité, même notre génération d'écriture et toutes les règles comptables qui vont derrière. Ils vont peut-être rajouter 2-3 champs parce que pour leur analytique, ils ont besoin de telles et telles informations. Ça va se limiter à ça. Si demain, ils veulent construire effectivement vraiment une application eux-mêmes avec leurs différents champs, attributs, dans ce cas-là, ça va être leur process qui va piloter et ça va être le BPM finalement qui va commencer à nous forcer à respecter les bons éléments et les contrôles sont portés vraiment par le process derrière. Ok. Et est-ce que du coup, dans cette liberté que tu donnes, tu peux du coup avoir des gens qui vont te créer des champs où ils vont créer du coup cette notion de clé d'un champ à l'autre qui peut du coup rentrer en conflit. Alors, j'arrive pas à trouver un exemple qui serait comme mais ça rentre en conflit avec votre gestion à vous en interne. Non, il n'y a pas de cas. Non, il n'y a pas de cas. On n'a jamais eu en tout cas le problème remonté. Je ne vois même pas comment on serait en capacité aujourd'hui d'engendrer ce type de conflit ou de lock effectivement dans les systèmes avec nos relations. Donc normalement non, ça ne devrait jamais arriver. Okay. Oui, parce que ça me paraît difficile aussi de trouver un cas où tu peux avoir des clés qui rentrent en conflit. Mais bon. Tu as évoqué du coup aussi cette notion de pas faire de modif sur la base à chaud. Et du coup, dans cette lignée-là, et pour répondre à une question qui est sur le chat de TikTok, est-ce que du coup, le choix de techno que vous avez fait, le choix de structure globale, est-ce qu'il n'y a pas sur le long terme un risque de problèmes techniques à mesure que vous faites des évolutions? Tu vois, comment est-ce que tu traduis comment tu t'assures en fait que quelqu'un qui va créer un ensemble de process sur une version lambda de votre système, sur la version plus 1, il n'y a pas de perte de quelque chose? Alors quand on parle de l'ERP, les processus de migration sont existants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une problématique technique. Si on s'arrête uniquement sur la partie techno, le risque est limité parce qu'on fait en sorte tout simplement qu'on ait de la rétrocompatibilité et qu'on ne casse pas tout d'une version sur l'autre. Qui sont un peu des règles de base dans le monde du développement. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, et après il y a des cas, on communique en conséquence, et oui, effectivement, malheureusement, dans ce cas-là, comme tout changement de version, il y a des risques et il y a des modifications à faire. Maintenant, lorsqu'on parle réellement de l'ERP en tant que tel, on rentre dans la même mécanique. Alors oui, c'est plus compliqué parce qu'on va parler de processus métier, on va parler de nouvelles règles métiers. Donc là, il y a du suivi à faire. Là, potentiellement, il pourrait y avoir du conflit, typiquement, parce qu'on n'est pas sur la data, mais sur les règles métiers. Je passe d'une version N à une version N plus 1. Il y a peut-être un processus qui a été développé par un client pour son besoin, que nous, depuis, on a modélisé, qu'on a intégré et qu'on a mis en place, qui fait doublon et qui potentiellement ne marche pas de la même manière et engendre du conflit. Dans ce cas-là, c'est les principes de veille sur la migration, c'est voir ce qui a été ajouté et modifié dans la solution, voir dans quelle mesure les processus qu'on a mis en place sont toujours pertinents, pas pertinents. Voilà, on est sur une échelle, effectivement, sur ce type de produit-là, où lorsqu'on parle de migration, c'est pas anodin. Ouais. Donc il y a toujours du travail derrière. Puis vu que ça gère la compta, j'imagine que les entreprises sont assez frileuses. Enfin, il faut que ça tourne, quoi. Ouais, on est sur des produits quand même qui sont des produits cœur ici. On fait pas des migrations tous les 2 mois. On s'amuse pas à avoir toujours la dernière version à jour pour avoir le dernier jouet technologique effectivement qu'on va proposer. On a pu avoir une tendance effectivement stratégique à pouvoir fournir ou en tout cas proposer des migrations tous les 2 ans. Derrière ça, on parle de RP, c'est-à-dire qu'on a aussi toute une notion de conduite de changement. On ne fait pas des projets qui durent 1 mois et tout est mis en place. C'est des projets qui durent plusieurs mois, qui concernent plusieurs centaines de salariés, si ce n'est plus. Et dans ce cas-là, la conduite de changement elle reste très importante. Donc changer une application tous les 3 mois, c'est inenvisageable. Donc vous n'êtes pas en SaaS, vous êtes on-premise à chaque fois Non, on fait les deux.
Okay. Aujourd'hui, on fait du SaaS, on propose du SaaS privé, c'est-à-dire que tout est bien siloté et appartient à nos clients. Et on fait également du on-premise. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le jeu de qu'on a aujourd'hui, parce qu'on ne souhaite pas, comme certains, passer totalement SaaS. On veut conserver la capacité de déployer notre solution on-premise. Et donc, c'est un peu les enjeux aujourd'hui de la R&D, parce qu'on commence à démultiplier quand même les outils qu'on met à disposition. On ne cherche pas à conserver un bloc monolithique comme on aurait pu développer il y a 30 ans. Donc, nos composants commencent également à grossir. Donc, le nombre de produits installés commence à être de plus en plus important. Le but, c'est de trouver la bonne stratégie, savoir effectivement ce qu'on imbrique et ce qu'on n'imbrique pas. Et du coup, sur cette solution en mode SaaS, vous avez fait un choix d'architecture en single tenant ou en multi-tenant ? Alors, aujourd'hui, on est single tenant. Ok. On a pour vocation, et on travaille sur le multi-tenant depuis quelques temps. C'est des sujets qui vont repartir en cours en R&D là, qui vont être mis en place, on espère, pour d'ici 6 mois, 1 an, remis à disposition. Alors peut-être que je me confonds dans la gestion de l'un de l'autre, mais parce que pour moi, le single tenant, en fait, c'est que tu crées un conteneur en fait spécifique pour chaque client. Là, au multi-tenant, du coup, tu as un conteneur où tu as tous tes clients qui sont hébergés au même endroit et c'est une base de... tu as une base de données pour tout le monde. Non, pas pour nous, justement. Oui, c'est ça. En single tenant, tu as une base de données par client. Même en multi-tenant. C'est-à-dire que nous, le multi-tenant, notre intérêt, c'est pas tant d'avoir une seule base pour tout le monde. Je ne reviendrai pas du pourquoi, du comment. Après, ça, c'est des choix, parce qu'effectivement, tu as du multi-tenant, je vais dire logique, dans le sens où tu as une seule base de données et c'est uniquement tes règles applicatives qui te font afficher que les données. De faire les éléments. Et tu as également la notion de multi-tenant. Alors là, pour ceux qui connaissent notamment Hibernate comme ORM, la notion de multi-tenant au sein d'Hibernate, et c'est celle que nous, effectivement, on va mettre en place, c'est la capacité notamment d'avoir un front, donc une seule application, effectivement, mais qui va se plugger à plusieurs bases de données. D'accord. Et nous, on souhaite quand même conserver ça, tout simplement pour la sécurité des données de nos clients et faciliter l'extraction et la remise à disposition. On en revient, on reste dans le domaine open source, ça fait vraiment partie en plus de notre essence. La data reste aujourd'hui, c'est pour moi même la monnaie de demain, si ce n'est déjà un petit peu la monnaie d'aujourd'hui, sans revenir sur la guerre froide et ce qui s'est passé par le passé. Et il faut qu'on ait toujours cette capacité à restituer la donnée du client. Ça ne nous appartient pas. On n'est pas là pour fournir des boîtes noires comme le font certains éditeurs aujourd'hui. Même si on héberge leur base de données, hormis la partie hardware qui nous appartient, ce qui est dedans, la donnée, la richesse du produit, c'est à eux. Ouais. Donc tout est bien isolé, sécurisé, et on est sûr qu'il n'y aura pas de fuite entre les différentes bases. Donc je vois, donc c'est une espèce d'hybride, on va dire, entre le multi-tenant et le single tenant. Parce que je trouvais bizarre que tu fasses du single tenant et que tu veuilles faire une solution multi-tenant qui, tu vois, je me disais que... Ouais, non, l'intérêt vraiment premier, là, c'est de dire que j'ai juste une couche logicielle à maintenir. Ça c'est plus simple pour vous. La maintenance et le déploiement. Maintenant, derrière, les bases de données, effectivement, sont bien isolées. Après, dans la réalité, ce qui se passe au niveau des bases, effectivement, on a une base unique. Maintenant, ces bases, en termes de schéma, ne sont que des réplicas d'un modèle maître, effectivement, et tout est bien isolé et sécurisé. Je vois. Sur cet aspect, liberté de donner du coup, au client de faire ce qu'il veut comme application dedans, tu disais tout à l'heure que tu peux avoir le cas où tu as des gens qui ont créé un process, et en fait, dans la version N+1, vous l'avez intégré, et c'est peut-être pas exactement la même chose, mais c'est assez proche. Est-ce que ça arrive souvent que justement, il y a des gens qui tordent un peu, entre guillemets, votre système, et vous vous dites, ah tiens, en fait, c'est pas mal comme truc, et vous en fassiez une solution disponible pour tout le monde ? Alors, auprès de nos clients, oui, c'est déjà arrivé. Maintenant, il faut savoir que ceux qui veulent tordre généralement le système, ils ne passent pas par le BPM. Donc, on est plus sur de l'intégration et sur de la verticalisation. Et là, oui, effectivement, il y a des choses qui nous sont apportées par nos clients, qu'on va revaloriser, qu'on va réintégrer dans la solution communautaire ou dans aussi une partie enterprise, ou en tout cas dans la solution finale, quoi. Okay. Donc oui, on s'enrichit. Le but, c'est d'apprendre également de nos clients et on grandit grâce à eux. Donc le produit évolue grâce à nos clients. Ouais. Ça me fait penser à une petite histoire, si je peux me permettre. Ouais. Au début de ma carrière, j'ai bossé dans une ESN. Et je suis arrivé, j'étais parmi les premiers de formation technique à avoir le rôle d'ingénieur d'affaires. D'accord. Avant, c'était que des gens de formation commerciale. Et donc, ils nous mettent un outil entre les mains où, du coup, on avait la liste des personnes qui candidataient pour bosser avec le SN. On avait la liste des consultants qui étaient disponibles sur les différentes missions. On avait la liste des clients. Enfin, tu vois, un ERP assez classique, en fait. Et moi, forcément, tu me donnes un truc entre les mains qui ressemble à une base de données. Je commence à jouer avec, en fait. Ouais. Tu vois, je manipule le truc.
Et en fait, assez vite, je réalise que, certes, dans l'outil, il y a l'ensemble des consultants qui sont sous contrat avec le SN, mais en fait, de manière plus globale, il y a l'ensemble des personnes qui sont sous contrat avec le SN. Ouais. Et donc, je retrouve dedans ma fiche, la fiche de tous mes collègues, de tous mes responsables, avec les informations de salaire, avec les informations de primes. Il y avait une belle faille de sécurité dans ton produit, là. C'est même pas une faille de sécurité, c'est-à-dire que j'ai rien hacké de particulier, c'est-à-dire que juste à un moment, j'ai vu que je pouvais supprimer un filtre dans la requête qui était faite pour afficher un tableau. Tu vois, on n'est même pas sur une faille de sécurité, tu vois, j'ai pas hacké un truc, je suis pas allé chercher les droits. Je parle pas forcément de pour moi, hacking, c'est une faille de conception, tu vois ce que je veux dire, Ah oui, t'as raison, il y a une faille de conception dans il y a le un truc. problème, quoi. Ouais. Et donc j'ai vu ça, j'ai vu des chiffres qui étaient assez intéressants. Ouais. J'en ai parlé à un collègue ou deux, et puis très vite, en fait... Ça a été augmenté. Très vite, l'information s'est répandue. Et du coup, très vite, il y a eu un projet, en fait, de changer l'ERP. Ouais. Parce que c'était pas tenable. Tu vois, comment est-ce que tu fais pour t'assurer que t'es pas ce genre de... Tu vois, est-ce que vous avez un ACL qui va vraiment sur élément par élément? L'ACL, il va très loin aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des règles de droit qui marchent au niveau du CRUD. Ok. Premier niveau. Ça, c'est plutôt simple et basique. C'est objet par objet, donc c'est table par table. En sachant qu'on est même en capacité de conditionner, en fonction des gens qui s'y connectent, de mettre des règles bien particulières pour encore affiner justement ce qu'on va faire au niveau du CRUD. À ça, on peut rajouter des règles supplémentaires qui, en tout cas, niveau applicatif, alors aujourd'hui, elles ne s'opèrent pas aujourd'hui côté Apple Web Service, malheureusement, mais en tout cas, quand tu utilises le logiciel, on peut aller jusqu'à définir un périmètre où on te dit que dans un formulaire, tu n'as pas accès à tel champ, que ce soit en lecture ou en écriture. Donc on va vraiment très fin. Et je parle d'un champ, mais ça peut être un élément de la vue que tu peux totalement offusquer ou que tu peux mettre qu'en lecture seule pour tel utilisateur et tout ça. Ou tel niveau d'utilisateur. Ah oui, tu peux... On définit des groupes, des rôles. Voilà, on n'est pas qu'à limiter un groupe, on peut pouvoir définir des rôles. On peut surcharger, donner des droits simplement à un utilisateur. Donc pour faire simple, pour schématiser, aujourd'hui on a 3 niveaux d'abstraction pour gérer nos droits. Le niveau le plus fin c'est l'utilisateur. En sachant que ce soit un utilisateur IT, donc vraiment du monde du numérique, un logiciel, ou un utilisateur physique, pour nous ça ne change rien. C'est-à-dire que tout fonctionne par les mêmes règles et les mêmes ACL. Et ensuite tu as 2 autres notions qui sont les groupes et les rôles, auxquels tu vas affecter ces fameuses permissions, ces fameuses règles. Et donc, soit tu construis un groupe et ça te permet de faire des règles et des politiques génériques, soit dans lequel tu vas mettre justement ces fameux rôles, soit tu ventiles directement tous ces rôles sur tous tes utilisateurs, et tu peux faire une quantité de combinaisons astronomiques. Tout est validé uniquement côté back, c'est-à-dire que tu ne pourras jamais modifier même la requête REST qui va être faite pour pouvoir modifier ça, puisque le contrôle va être fait de toute façon côté back, côté serveur. Okay. Donc arriver à ce niveau-là, la seule chose à la rigueur que tu pourrais essayer de tricher, et là il faut commencer à gratter un peu dans tous les sens, c'est de passer en mode HTML et débugger en mode console, et va falloir commencer à s'amuser, quoi. Ouais. Oui, mais en même temps, tu n'es jamais à l'abri d'avoir un utilisateur un peu aguerri qui commence à... Ça nous est arrivé il y a très longtemps, en fait. Il y a 10 ans, on a un client qui nous a appelé en nous signalant justement qu'il y avait eu un souci parce que la personne avait fait une musique avec la console, était passée en mode HTML, avait réussi à dégager une option et s'est retrouvé devant une information auquel il n'avait pas le droit, chose qu'on a corrigée très rapidement. Et donc maintenant, effectivement, on fait attention à tout ça, et les mécaniques qu'on met en place évitent ce type de problème-là. En tout cas, doivent éviter ce type de problème. Sur les notions de sécurité, pour reboucler avec ça et avec ce qu'on dit tout à l'heure sur la notion de multi-tenant, d'avoir une base de données ou autre, et pour répondre aussi à une question de Nico sur Twitch, est-ce qu'il y a... de Val15, pardon. Est-ce qu'il y a une notion aussi de cryptage de la base de données pour éviter qu'il y ait, je sais pas, des... En fait, on a des obligations aujourd'hui. On parle de RGPD, effectivement, mais en fait, depuis déjà les années 80, si on parle de numéro de sécurité sociale, normalement, on a tous pour obligation de l'encrypter en base de données. On a parlé de RH, on a parlé de formule employée, donc il y a un moment quelque part chez nous où il y a marqué numéro de sécurité sociale. Et donc oui, on a la capacité d'encrypter des champs. Alors c'est au choix. Donc soit on décide d'encrypter entièrement la base, et là c'est pas notre logiciel qui va s'en occuper, on va utiliser Postgre, il y a des outils pour ça, et ça va être le métier de ces outils-là. Maintenant vraiment l'encryptage de la donnée en tant que tel, de par notre solution champ par champ, est disponible à travers le low-code, ce fameux XML en tout cas qu'on fait côté source, où tu as une option en disant ce champ-là sera encrypté en base de données. Okay. Donc on a vraiment cette possibilité-là de choisir les champs qu'on veut encrypter. Mais du coup, alors attends, en même temps,
Parce que c'est plus une question de métier qu'autre chose, mais parce qu'en fait, du coup, tu n'as pas la possibilité d'imposer, toi en tant que solution technique, de dire que tu as certains types de champs qui sont forcément encryptés parce que sensibles. C'est-à-dire que tu n'es pas à l'abri d'avoir un client qui met à disposition le numéro de sécu de ses salariés, tous ses salariés. Alors, nous, on les encrypte de base. Maintenant, c'est de la responsabilité du client. Mon client me dit, et lui le fait, c'est de sa responsabilité. C'est plus de la mienne. Ouais. Nous, aujourd'hui, on offre un produit avec des champs qui sont encryptés pour pouvoir sécuriser la solution. Donc, nous, c'est encrypté. La solution est open source. Il a décidé de changer le comportement de ce que nous, on propose. Je ne peux rien faire pour lui. C'est comme ça. Après, derrière, est-ce que lui peut modifier, pas modifier ? C'est pareil, effectivement, ça va répondre du métier. Il y a des choses qu'on va trouver comme étant des éléments sensibles. Généralement, ce qu'on met comme élément sensible colle à 80-90% des besoins, si ce n'est un peu plus. On n'est jamais à l'abri d'un écart. Donc, et ce qu'on n'a pas encrypté et qu'on a besoin d'être encrypté parce que le client nécessite, sans le besoin, on lui met, on encrypte la valeur. Voire potentiellement, on se dit oui, effectivement, on a oublié celui-ci, ça a du sens pour la suite. On encrypte de manière générique pour tout le monde. Ouais. Si je reviens du coup à cette solution low-code et no-code que vous proposez aux gens, tu nous en as décrit une partie, j'imagine qu'il y a des tas d'autres possibilités et complexités qui s'ajoutent. Mais si je prends juste cette notion d'avoir du coup l'usage du coup du JSON dans ta base de données, la possibilité d'avoir du coup des notions de clés étrangères répliquées dans ce JSON, ces notions d'un ACL qui va quand même assez haut, qui peut même aller jusqu'à certains éléments d'un formulaire et compagnie, ça te rajoute quand même beaucoup de complexité dans ton code au global. Et j'imagine aussi, c'est aussi gourmand en ressources. Comment tu fais pour concilier la rapidité qui est quand même aujourd'hui un impératif, c'est-à-dire que tu ne peux pas te donner un outil à des salariés qui met 4 heures à charger dès que tu fais un écran et ce genre de choses. Comment tu fais du coup pour concilier rapidité et sécurité ? Alors aujourd'hui, déjà conceptuellement, si tu parles de difficulté dans notre code. Alors n'hésite pas à rapprocher ton micro. Pardon. Donc, tu peux bouger le micro pendant le truc si tu veux te mettre à l'aise. Très bien. Donc au niveau de la partie difficulté, en tout cas au niveau des devs, on en revient. C'est vraiment l'équipe R&D aujourd'hui qui peut souffrir sur le sujet parce que ce sont les concepteurs du framework qui ont pour obligation effectivement de s'assurer que toutes les ACL, que toutes les règles de sécurité soient bien intégrées, que les performances effectivement ne soient pas totalement flouées, parce qu'il y a forcément un impact derrière, et de faire en sorte que ce soit générique. En tout cas, transparent à l'exploitation, à l'utilisation au moment où justement on va développer le fameux ERP. Donc, arrivé à ce niveau-là, effectivement, une fois qu'on va développer sur l'ERP, on va pouvoir faire l'impasse sur ces règles de gestion, sur ces besoins-là. Maintenant, quand on est réellement dans le développement, si on parle des ACL en tant que tel, on n'est pas totalement soumis finalement à ces ACL parce que là, c'est le système lui-même qui va devoir travailler et évoluer. Donc typiquement, je ne vais pas faire courir toutes les ACL des règles d'application métier d'un utilisateur ou d'un ensemble d'utilisateurs pour accéder à la donnée. Là où c'est le système est maître, c'est root, quoi. Donc il doit avoir accès à tout et on doit pouvoir travailler sur tous les éléments. Tout va dépendre ensuite derrière des règles métiers et de l'implication métier. Donc là, c'est le business qui va nous le donner et à nous assurer effectivement que les filtres ou en tout cas les accès et les données qui sont remontées sont bien conformes effectivement aux règles business qui vont nous être commandées. En ce qui concerne les performances, il y a forcément un impact, effectivement. Maintenant, en tout cas dans ce qui est fait et dans ce que l'on traite aujourd'hui, on a réussi à avoir un système pour lequel les règles de droit qu'on va pouvoir mettre en place dessus n'impactent pas de manière drastique effectivement la solution. Les règles que l'on met en place aujourd'hui effectivement sont liées à travers des règles SQL, notamment c'est du JPQL. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un peu consommateur, effectivement, c'est une réalité. Maintenant, on va préférer perdre un petit peu en performance, et j'ai bien un petit peu parce que finalement ça reste anodin à l'utilisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas des écrans qui mettent des centaines de secondes à s'ouvrir, en sachant qu'on a des contraintes ou sur des écrans simples, ça doit s'ouvrir en quelques dizaines de millisecondes, c'est des contraintes techniques même de par nos clients, et les formulaires les plus compliqués, c'est 3-4 secondes avec beaucoup de données. Donc aujourd'hui, on respecte toutes ces contraintes-là, on n'a pas eu de difficultés ou de problèmes particuliers, et on garde toujours cet avantage d'avoir un langage qui reste proche du scripting. Donc pour information, et ceux qui ne connaissent pas, le JPQL a quand même l'avantage de fonctionner un petit peu sur le mode objet. On n'a pas besoin de savoir faire une jointure
par exemple, pour pouvoir croiser de la donnée entre deux tables. C'est de l'élément pointé, c'est très simple. Je suis sur ce champ-là, je vais aller sur l'autre table sur lequel j'ai une relation many-to-one. C'est point le nom de mon champ. Égale une valeur et ça marche. Ça a forcément des conséquences en performance, puisque de ce fait, le type de jointure est générique pour tout le monde. Mais derrière, on a réussi à concilier finalement ces problèmes de perf et l'exploitation d'un outil qui reste plus simple à l'usage que de devoir faire des règles très compliquées. Mais du coup, ce JPQL, il est dans votre code à vous, il n'est pas utilisable en XML Alors si, il y a des parties qui sont utilisables en XML. Ok. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, sur la partie low-code, du coup sur la partie low-code, quand on fait des ACL, tu peux mettre du JPQL. Maintenant, ce JPQL ne cassera jamais... Déjà, si on parle de sécurité, pas d'inquiétude, il n'y a pas de insert, il n'y a pas d'update. On ne parle que de closeware ou quoi que ce soit avant qu'on me dise attention à injection de code. Donc ça, c'est bien sécurisé, il n'y a pas de risque. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ces choses-là vont venir s'ajouter finalement aux règles ou en tout cas aux remontées de données initiales. C'est-à-dire que ce sont des surcouches qui sont ajoutées. Ça, effectivement, quand tu parles de performance, il y a forcément des conséquences parce qu'on ne peut pas indexer, notamment en base, des éléments dont on n'a pas connaissance en amont. Donc oui, on peut indexer après, puisqu'on va avoir connaissance directe qu'on donne nos clients, mais de base, on ne peut pas le faire. Pour autant, lorsque les conditions sont, on va dire, relativement simples, on va parler de cas particuliers, ou en tout cas logiques et basiques, les conséquences sont anodines. Ça nous permet vraiment de sécuriser la donnée. Ce qui est remonté est conforme uniquement à ce que doit voir la personne. Et en termes de restitution, l'œil humain, en tout cas l'utilisateur, n'a pas l'appréciation de se dire « Ah là là, ma règle me fait que mon application est lente ». Ouais. Il y a effectivement une question qui arrive du coup dans le chat et j'avais effectivement la même, donc Nico, là-dessus on est en phase. Tu peux nous parler de ce qui vous a amené à faire ce choix du JPQL ? Il y a deux raisons. La première parce qu'il parlait de le proposer et que dès lors qu'on va proposer des outils low-code, c'est beaucoup plus adapté que d'utiliser du Criteria dans le domaine Hibernate qui là est vraiment du code ou d'utiliser SQL qui là est un langage relativement riche ou en tout cas qui nécessite de connaître. Donc on s'est dit ok, c'est bien, on est tombé sur un langage qui ressemble à du scripting mais avec des éléments pointés et ce que peuvent faire des développeurs en Python ou autre dans le système qui vont nous permettre de pouvoir interroger ou en tout cas de faire de la sélection sur la base de manière plus ou moins simple. Et de ce fait, on a conservé effectivement ce langage-là qui nous était apporté par JPA, qui était la norme d'intégration aujourd'hui avec Java. Et ça nous semblait logique de conserver ce type de besoin. Donc c'était avant tout pour que les personnes sur la partie low-code puissent faire du requêtage plus poussé, c'est ça ? Tout à fait. En sachant qu'on va encore plus loin parce que maintenant, on va offrir des query builders. Donc là, je parle effectivement de faire du JPQL, mais on va mettre des outils graphiques derrière ça qui en plus va permettre à nos utilisateurs de ne même plus avoir à connaître des expressions JPQL. Ouais. Et à quel point donc, Nico aussi a aussi plein de questions comme moi sur le JPQL, qui était une techno que moi je connaissais pas. J'imagine que c'est pas le cas de tout le monde, parce qu'effectivement Nico nous demande pas trop dur de trouver des gens qui savent faire du JPQL. J'avoue que c'est pas une techno, mais j'entends beaucoup parler. Alors en fait, dans le monde Java, tous ceux qui ont fait un peu d'Hibernate normalement connaissent le langage. Donc dur à trouver, je vais dire non. Et dans tous les cas, ceux qui développent Java, former à JPQL, c'est plus simple que de former à SQL. Okay. Donc, la formation est relativement simple. Dès lors qu'on leur explique que pour pouvoir accéder à un champ, ils ont simplement à dire ma table, point ce champ s'ils veulent aller... Voilà, concrètement, ça va tout seul. Et puis en même temps, que tu vois, même en posant la question, moi je réalise quand tu commençais ta réponse où tu disais que... Je sais plus comment c'est venu, bref, ma réflexion c'était, au final, il y a beaucoup de devs qui font du SQL, mais en fait, le SQL, c'est un langage qui est hyper puissant. Et en fait, c'est un peu comme Excel. En fait, 90% des gens qui font du SQL effleurent à peine la capacité du SQL et connaissent... Tu vois, tu prends toutes les jointures possibles, imaginables. Je vais être dur potentiellement. Il y a peut-être des développeurs ou des jeunes qui vont taper sur les doigts. En tout cas, maintenant, on en revient sur la différence de génération et de formation. J'ai beaucoup de développeurs qui viennent, qui connaissent SQL de ce qu'ils ont vu à l'école. Et comme tu le dis, en fait, ils ne connaissent rien du SQL. Donc ouais, ils vont savoir développer Java, savoir développer Front, React, quels que soient les langages front qu'ils utilisent, mais ils vont pas forcément apprécier le SQL. Donc, on se retrouve avec un souci, parce que construire une requête performante, si on veut parler de performance, c'est pas anodin. Ouais. Construire un schéma de base de données qui soit efficace, robuste, et qui offre des bonnes performances, ce n'est pas anodin. Et c'est pas le métier de tout le monde. Ouais. On parle de gens qui sont normalement vraiment experts dans le domaine. Le métier de la base de données est un métier qui existe depuis un moment. On a mis beaucoup de couches d'abstraction.
on exploite et on profite de ces couches d'abstraction, il n'empêche pas qu'il y a un moment, il va falloir remettre réellement le nez dans ce qui se cache derrière. Et c'est pas tout le monde, en tout cas chez nous, en tant que développeur, qui vont avoir cette capacité-là. Typiquement, là, on parle de JPQL. C'est un des langages. Donc, en fait, on en a 3 aujourd'hui quand on utilise ORM. Quand on utilise le ORM Hibernate, ou JPA de manière plus globale. On parle d'Hibernate, mais c'est JPA. On va avoir le JPQL, qui est le niveau d'abstraction le plus haut, qui est offert, et le moins performant, pour information. L'autre avantage, vous posez la question aussi sur le JPQL ou l'autre langage qu'est le Criteria. Quand on utilise un ORM, l'un des avantages et des intérêts de ce type de produit-là, c'est qu'on est agnostique au niveau des bases de données. Le SQL, quand on respecte bien la norme W3C et les standards du OK, il n'y a pas de problème. Toutes les bases ne respectent pas ces standards-là. Je ne parlerai pas de bases que je ne porte pas dans mon cœur et qui ne sont pas très proches de ces standards. Et tu n'as pas forcément connaissance de toutes les procédures ou toutes les fonctions qui peuvent être mises à disposition. Utiliser un ORM, ça a comme cet avantage-là, de se dire, OK, je développe un ERP. Alors nous, on le conçoit effectivement un peu plus pour PostgreSQL parce que c'est fait partie des outils de prédilection, parce que c'est open source et que, à mon sens, c'est l'un, si ce n'est le meilleur SGBDR open source aujourd'hui qui a sur le marché. Et qui, belle concurrence à Oracle et consorts. Mais c'est pas suffisant, quoi. Donc là, on sait qu'on n'est pas fermé forcément qu'à une base. En tout cas, le framework ne l'est pas, lui. On propose des technos effectivement qui vont permettre facilement d'accéder à ça. Maintenant, est-ce qu'on développe réellement l'ERP et qu'on va avoir des soucis de performance? On va avoir 3 niveaux d'abstraction. Et typiquement, là, c'est des choses pour lesquelles je forme fortement moi les développeurs chez nous. C'est que JPQL, c'est bien beau, c'est simple, ils y ont accès. Maintenant, c'est pas la seule chose. Donc, quand on rentre dans le Java et qu'on a besoin de perf, c'est pas JPQL qu'on va utiliser. Et là, on sort du no-code. Ok, voilà. Et tu rentres dans le monde du développement. Donc là, on va parler de Criteria Query. Et le niveau le plus fin, c'est retourner réellement au SQL si on n'a pas le choix, quoi. Ouais. Pour revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur la connaissance du SQL, moi, j'avoue que je suis tombé dans le SQL le jour où j'ai appris que le SQL était un langage Turing Complete. C'est-à-dire que pour moi, pendant des années, le SQL, c'était select, update, insert, delete, tu vois. C'était du CRUD, quoi. Et puis le jour où on m'a appris que le SQL était un langage Turing Complete, ça a été une espèce de mind blown. Et j'ai plongé dedans et j'ai vu la profondeur de ce que tu peux faire. C'est énorme. Et l'influence. Et tu le disais aussi tout à l'heure qu'il n'y a pas que la requête qui joue, en fait, il y a aussi ta structure de données. Moi, j'ai eu la chance de bosser sur des projets avec aussi avec un gros volume d'informations. Et quand tu vois effectivement de la capacité d'optimisation d'un temps de traitement en fonction d'un schéma de données ou d'un modèle de stockage, et que c'est pas uniquement la requête en fait qui joue, c'est effectivement une techno qui est trop survolée par trop de monde, alors que c'est une techno effectivement qui est complètement ouf, quoi. Je pense qu'il y a vraiment des experts dont c'est le métier, il en faut. Et j'espère que ça va continuer à exister. Mais ouais, non, les DBA, les admins DB, les gens dont la modélisation, c'est leur business, en tout cas, il faut que ça continue, quoi. Ouais. C'est important. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui tournent mal. Pas parce que le logiciel est mal fait, mais parce qu'en fait, conceptuellement, déjà, la base de données, elle est mal drivée. Entre les applications, t'ouvres le moteur et tu vois que la base de données, t'as pas une seule contrainte de clé étrangère entre les tables ou quoi que ce soit, t'as aucun index. Et qu'on dit, l'application, elle est lente. Bah ouais, mais gars, t'as aucune sécurité entre tes relations, t'as rien d'indexé, t'es mignon, mais tu fais rien pour que ça marche bien, en fait. Donc, alors, non pas que je cherche à tout prix à trouver des failles à votre système, mais du coup, je comprends le choix du JPQL dans votre solution. J'ai juste une question sur le fait de pouvoir que l'utilisateur en no-code puisse faire du JPQL directement et donc puisse créer ses requêtes. Tu nous as dit pas d'injection possible. Ouais. Ça, j'entends. Mais du coup, comment tu... C'est quoi les étapes qui te permettent de dire entre le moment où la personne va taper sa requête et le moment où toi tu vas l'envoyer en base pour t'assurer que justement il n'y ait pas une exploitation d'un truc quelque part? Alors, le truc de l'exploitation, on en est sûr parce qu'il y a les sécurités côté framework, tout simplement, qui vont nous empêcher de le faire. Après, il faut savoir qu'on parle d'utilisateurs. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas évoquée, qu'on n'a pas parlé, c'est quel type d'utilisateurs peuvent faire du no-code. Parce que là, on parle d'utilisateurs, mais ce n'est pas non plus donné à tout le monde. La personne qui est à la compta et qui utilise l'informatique juste pour saisir ses lignes d'écriture, ce n'est pas elle qui va faire du no-code. On parle quand même de gens qui normalement sortent de cycle ingénieur,
qui ont effectivement de l'appétence et des connaissances au moins dans l'algorithmie et dans les outils informatiques qu'on va proposer, et qui savent ce qu'ils utilisent. Donc ces gens-là peuvent être formés et sont capables de comprendre ce qu'ils vont faire. Donc typiquement, aujourd'hui, une personne qui utilise Excel, pas uniquement comme un tableur ou un Word, et qui fait un peu de VB, devrait être en capacité effectivement d'entrer dans notre produit. Okay. Là, on parle de JPQL pour des règles. On a fait aussi un autre choix de techno qui est connu du monde du dev, qui est Groovy, pour le langage de scripting, par exemple. Parce que ça marche avec la JVM, parce que c'est du script, et que c'est relativement facile à prendre en main. Et pareil pour l'historique, c'est que nous, on vient d'un monde où on avait des développeurs Python chez nous. Ça permettait de ramener des développeurs Python un petit peu dans le monde Java, sans connaître vraiment le Java en tant que tel. Et ça reste des langages qui sont simples à prendre en main. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment le leitmotiv et l'objectif. Maintenant, quand on met à disposition, les personnes malveillantes, il peut toujours y en avoir. Voilà, on ne peut pas être à l'abri. On prend d'autres outils comme un WordPress, comme un truc comme ça. Alors effectivement, c'est pas du code, sauf que tu es dans une société où le WordPress sert au site web de ta boîte. C'est tout aussi important potentiellement qu'un ERP, parce que c'est ton image, c'est ta com. La personne qui va être malveillante et te publier un document parce qu'il avait le droit ou qu'il a réussi à trouver le droit, qui te donne une image dégueulasse, je suis désolé pour le terme, mais c'est le truc, il fera autant de mal que la personne qui va réussir à injecter un truc dans le RP, quoi. Donc le risque, il est toujours là. Je ne vais pas dire que c'est un zéro risque. Oui, effectivement, tu prends une ligne de script Groovy. Cette ligne de script Groovy, elle vient te cracher la base parce qu'il t'a fait une requête monumentale ou parce qu'il t'a fait une injection qui... Ah ouais, et là j'ai aucune... j'ai aucun moyen de limiter ou de bloquer ça. Ouais. Voilà. Par contre, je peux facilement retrouver la personne. C'est déjà utile. Donc, puis après, il y a les sauvegardes, il y a tout ça qui nous permet de toute façon de rectifier. On a la main sur les serveurs quand c'est nous qui hébergeons ou on assiste le client dans ce cas-là, quoi. Ouais. Il y a aussi un choix que j'aimerais bien voir avec toi, c'est le choix du Java, qui n'est pas un choix courant dans les années 2020. Alors du coup, le projet, tu nous as dit qu'il y a 9 ans, donc c'est 2010. C'est 2012, les débuts du Mais du coup, même 2012, Java n'était pas forcément c'est pas une techno qui a... Enfin, tu me diras avec les applications mobiles, l'arrivée d'Android. Java aujourd'hui, Android les a sauvés. Tous les développements en fait embarqués et Android les a sauvés. Ils commencent à rattraper quand même un petit peu. J'ose espérer en tout cas. Ils sont en train de remonter un peu la pente. Le choix était porté potentiellement, notamment, je parlais de Groovy tout à l'heure. On peut parler de Scala, de tous ces langages, Kotlin ou autres qui marchent en fait sur la JVM. Ouais. C'est l'une des raisons. En fait, c'est surtout la JVM au début qui nous a intéressés. On s'est posé même pendant un temps la question d'arrêter Java pour repartir sur des langages Node ou autres. Maintenant, on reste de l'ERP. Tout développé en Node pour un ERP qui à la base n'est pas fait pour du multithread ou quoi que ce soit, où il y a des implications qui ne sont pas anodines. On a quand même l'avantage avec Java d'avoir un outil qui est multithreadé, déjà première chose. On a besoin d'une forte puissance de calcul sur ce qu'on va mettre en place, qui a l'avantage et le défaut. On va commencer par le défaut. Qui a le défaut effectivement de gérer un peu lui-même ses ressources mémoire. Donc, ce qui fait qu'il faut être un peu vigilant. Là où tu n'auras pas de problème avec un développement C++, C# et autres. Mais qui a l'avantage quand même aussi d'avoir Pacman qui vient s'occuper un petit peu de ce qui se passe au niveau de la consommation. Donc c'est un peu tous ces éléments-là. À l'époque, on n'avait pas forcément tant de difficultés à recruter ou à trouver du monde, parce qu'il y a encore des développeurs Java sur le marché. C'est un peu plus compliqué maintenant. Ça évolue, ça bouge. Hein. C'est plus aussi simple que ça ne l'a été. De toute façon, le marché aujourd'hui, au niveau des développeurs, n'est pas simple, quel que soit le langage. Mais pour autant, on ne regrette pas le choix. Je pense que voilà, le choix était fondé. Les personnes qui ont fait le choix à l'époque, qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui l'un de nos référents développeurs, si ce n'est le référent développeur en R&D, est plutôt visionnaire, sans vouloir lui jeter des fleurs ou autre. Et non, je pense que le choix était bien fondé. Il n'y a vraiment pas de regret sur ce qui a été fait, quoi. Ça marche. Parce que je vois que l'heure tourne. Il y a, du coup, vous êtes un projet open source aussi aujourd'hui. Alors, moi, je trouve ça fascinant, en fait, l'open source. Alors déjà, parce que en tant que dev aujourd'hui, l'open source est quand même fondamental pour tous les devs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on l'utilise au quotidien, quoi qu'on en dise. Mais
je suis conscient de la complexité que ça ajoute au final pour vous. C'est-à-dire que tu peux pas mettre un projet en open source n'importe comment. Il faut que tu aies quand même un certain niveau de qualité quand même à maintenir, parce que les gens voient ce que tu fais, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Mais il y a quand même aussi une question, c'est vous êtes quand même sur un ERP, donc il va quand même gérer des données relativement sensibles pour des entreprises de taille non négligeable. C'est aussi un moyen, c'est pour des attaquants, c'est aussi un moyen d'exposer un ensemble de choses qui peuvent du coup plus facilement décortiquer pour essayer après de récupérer l'information. Tu vois, pourquoi ce choix de l'open source et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, le choix de l'open source, le premier c'est l'aspect communautaire, ça permet quand même de se faire connaître, c'est une chose. Et vous avez l'intégralité qui est en open source aujourd'hui? Non, il n'y en a pas l'intégralité. Alors attention, la notion d'open source ne veut pas dire forcément que c'est rendu tout public. Donc l'intégralité de la solution effectivement est open source. On a des parties de licences qui effectivement elles sont des licences enterprise, même si le code est ouvert. Maintenant, la licence qu'on exploite aujourd'hui, c'est une licence AGPL. Donc, effectivement, le gros noyau de l'ERP et du framework sont disponibles, notamment sur GitHub. Donc, tout le monde peut avoir le suivi et voir ce qu'on produit et ce qu'on met à disposition. Maintenant, est-ce que ça représente réellement un problème de sécurité ? Oui, ils peuvent décortiquer. Oui, ils peuvent s'amuser à regarder les éléments. Je dirais après c'est à nous de bien sécuriser également ce qu'on fait côté front ou autre pour qu'on ne vienne pas nous attaquer quoi. Donc on a déjà été audité sur ce qu'on proposait au niveau du code, on a des clients qui nous auditent parce qu'on a des clients où la sécurité est primordiale. Je dis pas qu'on n'est pas à l'abri d'une faille, on ne viendra pas nous chercher, mais en fait c'est un peu comme tout le monde. Et je ne pense pas que dire que le code soit ouvert facilite forcément l'idée qu'on va se faire pirater. Je pense plutôt qu'au contraire, on est dans une philosophie où aujourd'hui, surtout dans l'informatique, on ne cherche pas forcément à hacker un logiciel pour hacker un logiciel. Il y en a, bien sûr. Il y en a, ça reste j'allais dire du jeu, non pas forcément, mais c'est plus pour le plaisir ou autre. Si on parle vraiment d'attaque pour pouvoir aller voler de l'information, voler de la donnée cliente, je pense que le mec qui a envie de le faire, il le fera, quoi. Ouais. Et surtout celui qui a les capacités de le faire, le fera. Ça n'enlèvera rien. Alors, ça sera peut-être un peu plus simple pour lui parce qu'il verra le code, ok. Il faudra quand même qu'il passe tous les blocs qu'il y a, tous les éléments qu'il y a. S'il ne peut pas passer par le front, il faudra qu'il attaque les serveurs. Il a les problèmes des serveurs, c'est pas le problème du logiciel. C'est à nous de s'assurer que notre hébergement soit assez safe pour qu'on ne vienne pas nous chercher, quoi. Ouais. Alors moi je dis pas que le risque qu'en mettant en open source, tu risques de te faire plus facilement attaquer, parce que tu parles de l'aspect communautaire. Moi, ce que je vois aussi dans l'open source, c'est que en fait, tu as plus de chances d'avoir un produit solide avec de l'open source, parce qu'en fait, tu as plus de gens qui vont le lire et qui peuvent te dire, là, tu as un problème, en fait. L'intérêt là, toi, tu parlais de sécurité, donc je me suis plus basé sur la notion de hack. Mais aujourd'hui, oui, c'est ça, c'est de profiter de la communauté. Aujourd'hui, beaucoup même des grands, dans l'informatique, beaucoup de code a été sorti, a été produit. Et je pense que ce qui a le plus de valeur, c'est pas tant le code qui est fourni, c'est plutôt la personne qui était derrière et le travail, l'artisanat. Tu parlais justement entre artisanat et artiste. Je pense que les deux d'ailleurs sont liés, qui est réellement intéressant. Je pense que c'est important en fait de partager. C'est réellement important. C'est comme tu dis, c'est ce qui nous permet d'avoir des applications robustes derrière. Ça nous permet également de démontrer, de ne pas mettre d'opacité, même pour nos clients. C'est réellement important de leur dire ok, vous voulez voir ce qu'il y a sous le capot, c'est présent, c'est là, vous voulez nous auditer, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls, tout le monde peut voir ce qu'on fait. Derrière l'open source, il y a aussi la souveraineté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être éditeur, effectivement, proposer une solution qui est totalement opaque, je trouve ça triste et dommage, quoi. En 2023, on n'est plus dans l'âge des ténèbres de l'informatique, c'est plutôt l'âge d'or actuellement. Et il faut rester ouvert et concrètement arriver chez un client, notamment en lui disant le code est open source, il y en a beaucoup qui vont nous dire mais quand vous vivez de l'open source? En fait on vit de l'open source parce qu'on vit de la matière grise qu'on produit, du service qu'on va vous donner, et nos enjeux sont là, quoi. On est là pour vous apporter aujourd'hui le savoir-faire que l'on a, dans l'expertise métier dont vous avez besoin, dans l'expertise technique pour répondre à votre besoin. Maintenant ce qu'on produit pour pouvoir y répondre, autant que ça serve au plus grand nombre, pour ceux qui acceptent qu'on partage. Et derrière ça, sur la souveraineté, c'est de leur dire, nous on est éditeur, ça c'est sûr, c'est notre produit,
Donc, il y a en théorie pas meilleur que nous sur notre solution. Maintenant, si demain, pour X ou Y raison, vous décidez de devenir autonome, que ce soit par vous-même ou par le biais d'un autre, on ne vous enferme pas. Voilà, on en revient, on est là pour vous apporter du service et la qualité de service nécessaire pour que le business marche. Voilà, c'est vraiment un jeu de confiance, quoi. C'est du win-win. Est-ce que tu sais, ou peut-être une estimation de la proportion des évolutions qui viennent de l'interne versus l'open source? On est sur quoi? Sur du 90-10 Ouais, aujourd'hui, il y a peu quand même qui viennent de l'open source et qui viennent de la communauté, en toute transparence. On est plus actif, en fait, sur l'aspect communautaire. On a besoin d'investir dans toute la partie community management, pour parler au sens large, chose qu'on n'a pas encore assez fait. Donc, on garde toujours cette notion, effectivement, cette idée open source, ça fait vraiment partie de notre essence. Après, on a besoin de développer réellement les choses. Aujourd'hui, même si ça fait plus de 10 ans qu'on existe, notre investissement n'est pas porté effectivement un maximum dessus. Je pense que ça va venir. Pour la simple raison, c'est que je crois que j'ai pas un seul développeur chez moi qui ne défend pas l'open source justement et qui n'a qu'une seule envie, c'est même de démocratiser, d'aller encore plus loin, de partager plus que ce qu'on partage aujourd'hui. Donc je pense que oui, il y a un moment, on ira vraiment chercher la communauté pour pouvoir continuer à grandir et renforcer, quoi. Le projet a toujours été open source ou c'est venu d'emblée Ah, il a toujours été open source. Ok. Donc c'est une vraie philosophie qui est portée. C'est une vraie philosophie et donc même Naïs Jubert, notre dirigeant, pour l'instant, n'a pas pour idée de quitter complètement le monde de l'open source, quoi. Il y a des choses effectivement qu'on va garder en mode, on se rappelle le mode enterprise chez nous, mais le cœur même du produit restera open source. Lors du court passage que tu as fait en dehors d'Alexa, c'était un projet qui était open source aussi ou pas du tout? Non, à mon grand désarroi. Et ça, c'est une longue histoire. Mais alors du coup, juste en fait, parce que ma question c'est, qu'est-ce que tu vois comme différence de travail au quotidien pour les devs quand tu bosses sur un projet open source versus un projet fermé? Alors, au quotidien, directement, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'impact. Le code, il est produit. L'intérêt que je vois à l'open source pour nos développeurs, c'est également de se faire connaître et de montrer. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas limité qu'au périmètre de l'entreprise, qui, des fois, d'ailleurs, quand ils font de l'obfuscation, sont bien contents de cacher ce que font leurs développeurs sans forcément les mettre en valeur. Je trouve que c'est une belle mise en valeur. Donc, même si on ne publie pas les noms de tous nos développeurs, eux, ils savent. Ils en voient. Et je trouve vraiment que c'est une belle mise en valeur. Aujourd'hui, on fait attention à l'ensemble de nos ressources. Ils méritent qu'on sache qu'ils travaillent bien. Et je pense que c'est bien de le montrer. Voilà. Donc, c'est réellement important. Et petite anecdote, dans cette ancienne boîte où je suis allé, lorsque j'ai pris mon poste de directeur technique, le premier truc que j'ai fait, c'est de réexploiter le framework que je développais dans mon ancienne boîte. Donc, le framework d'Accelor pour développer le produit. Donc, petite histoire, lorsque j'arrive, on devait pouvoir sortir un produit en moins de 6 mois, qui était censé être recommencé. Et lorsque je suis arrivé, le chemin qu'ils avaient pris restait en plus d'un an de développement. Donc, le pari, ça a été, ok, et j'ai vu droit dans les yeux à mon ancien directeur, en 6 mois, ton produit, je le développe, mais je le développe avec ça. En 6 mois, à une personne, j'ai développé son produit sur l'ancien framework. Grâce au XML. Ça. Donc, c'est utile. Voilà. Nico sur le chat nous rappelle qu'effectivement j'ai fait un épisode il y a longtemps qui est un super épisode qui a très bien fonctionné où c'est un studio qui vient nous raconter le jour où ils se sont fait attaquer. Alors l'attaque, la notion d'attaque est peut-être que le mot est peut-être pas forcément adapté, mais en tout cas il y a eu un des devs qui par inadvertance a publié sur le repo GitHub en public les clés d'accès AWS. Et du coup, dans les 2 minutes qu'on suivi, tout l'environnement AWS est tombé, a été remplacé par des trucs de minage de Bitcoin. Et donc, il est venu nous raconter les minutes qui ont suivi de comment tu restaures ton service, comment tu récupères déjà ton environnement et comment tu restaures ton service. Super épisode, je te recommande d'aller l'écouter, je te donnerai le lien avec plaisir. Donc, la question de Nico, c'est est-ce que vous avez parce que comme tu mets quand même beaucoup de choses dans un peu open source, t'es pas à l'abri demain d'avoir un dev qui met un peu trop de choses à dispo. Est-ce que vous avez des plans qui sont prêts? Vous avez des limitations, des trucs pour vous assurer que ça n'arrive pas? Alors des plans, on peut pas en avoir. On peut pas en avoir parce qu'aujourd'hui, tu peux pas faire en sorte que ton développeur sur GitHub n'exploite pas son propre compte, mette sa clé et publie. Ensuite, des plans. Il y a du contrôle.
On regarde un peu ce qui se passe sur ce que fait nos développeurs, sur ce qui est publié, et on s'assure que ça n'arrive pas. Sur nos espaces à nous, nos développeurs n'ont pas le droit de pousser sur les espaces comme ça. Donc on ne travaille que par fork et par pull request au sein de la société et même au sein de la partie justement publique. Donc on n'est jamais à l'abri parce qu'on n'a pas la maîtrise de ce qu'eux ils font sur leur espace à eux. Après, on a les droits de vision, c'est reste open source et ouvert, donc on est vigilant et on fait attention. C'est notamment arrivé sur un choix d'un développeur chez nous. Là, il n'y avait pas de préjudice possible sur ce qu'il a publié, qui a décidé de publier des choses. On lui a dit stop, on va retirer. Tu veux publier, il n'y a pas de débat, mais on publie différemment et on gère la publication, quoi. Ouais. Donc, et comme on reste tous dans ce domaine open source et dans le dialogue, il y a beaucoup d'échanges. Donc on ne fermera jamais la porte à un développeur qui nous dit ça pourrait être intéressant. Et si on lui dit non, on va lui expliquer le pourquoi du comment. Et peut-être qu'il défendra et on trouvera. Il y aura une discussion, un échange. Tout à fait. On a la chance d'avoir une boîte qui permet ça. Donc il y a une vraie philosophie communautaire qui est liée à l'open source aujourd'hui, mais qui est une philosophie communautaire. Quoi. Tout à fait. Oui. Déjà en interne, premièrement. Et on tend effectivement de réussir à un petit peu démocratiser ça, en tout cas de se diluer réellement dans la communauté. Quoi, mais, Ok. Juste un dernier point. On en avait parlé un petit peu lors de la préparation de cet épisode. Il y a, moi j'ai fait beaucoup d'épisodes sur le no-code, je suis très fan du no-code, les auditeurs le savent, j'en parle régulièrement. Il y a un truc qui remonte souvent quand on parle de no-code, cette notion de shadow IT, c'est-à-dire que l'IT n'aime pas beaucoup en général avoir des équipes métiers qui s'amusent à développer les outils eux-mêmes parce qu'il y a une perte de la maîtrise. Vous avez carrément l'approche d'avoir un outil entier que tu crées au sein d'entreprise où les équipes métiers peuvent créer ce qu'ils veulent avec. Comment est-ce que du coup c'est accueilli par les équipes IT? Comment vous intégrez avec cette notion de shadow IT? Alors ça dépend. La plupart de nos projets quand même sont portés par l'IT. Donc il faut savoir que la DSI elle n'est jamais très loin derrière. En tout cas le service du numérique n'est jamais très loin derrière. Ceux qui sont activement présents, soit ils le font en connaissance de cause et ils ouvrent les accès au low-code, et il y a ceux qui nous disent on n'ouvre pas, tout simplement. Et dans ce cas-là, on ferme, on bride, et on donne accès à ces aspects-là que la DSI potentiellement une ressource. Donc là, c'est vraiment une question de politique entreprise des clients avec qui on va bosser. Nous, on leur offre la possibilité de. On n'oblige en rien. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser le low-code dans notre outil. On est en capacité de dire que seulement une partie de la population de nos clients utilise le low-code et pas le reste. Donc c'est vraiment de la stratégie entreprise derrière. Maintenant, la plupart de ceux qui viennent nous voir, c'est pas forcément que pour faire eux-mêmes. On en revient sur cette notion de souveraineté, les problématiques de maintenabilité également du produit. C'est de se dire, ok, je prends un produit qui offre du no-code, low-code. À ça, j'ai deux avantages. Effectivement, demain, je suis pas développeur, je ne veux pas embaucher de développeur, et potentiellement, c'est tellement compliqué que ça m'intéresse pas. Je sais que je pourrais faire moi-même parce que j'ai quand même des équipes d'ingé qui peuvent le faire. Ça, c'est le cas le plus simple. Pour autant, je peux, mais je ne vais pas le faire. Je vais demander à Axeler de faire pour moi. Axeler ou l'un de ses intégrateurs. Et là, ils vont nous mandater et puis ils vont nous dire, ok, vous nous montez le produit, vous nous le paramétrez et vous faites en sorte qu'un maximum de nos spécificités soit fait avec le low-code. Dans ce cas-là, on joue le jeu, on envoie, on fait. Eux, on les forme effectivement quand même sur le produit si demain ils veulent le reprendre la main. Et même on les incite, c'est-à-dire qu'on vous fait votre produit, mais ça reste... C'est chez vous, quoi. C'est votre produit. Donc, restez maître de votre solution. Il y en a qui jouent le jeu, il y en a qui ne le font pas. Mais généralement, ils rentrent dedans. On a même d'autres qui vont plus loin, qui nous disent on va faire la solution, on vous nous la développer, mais vous nous faites en sorte que moi-même je puisse développer. Et on met en place une sorte de co-développement où ils vont avoir leur propre module qui vont venir être ce que l'on fait, où ils vont commencer à faire du XML. Là, après, on en revient, c'est une population effectivement plus développeur, et on va leur offrir cette possibilité-là. Donc, finalement, l'IT, dès lors qu'il est impliqué dans le projet, là, et généralement, sur un projet ERP, généralement, ils sont impliqués, ils ont connaissance de tout ça. Donc, ils gardent la maîtrise, en fait, dans la réalité. Et à ça, ils ont même potentiellement un autre avantage. C'est-à-dire que là, on va les sensibiliser. C'est-à-dire qu'on va leur dire, on met un outil low-code, no-code. Vous le savez. Donc, ils le savent. Donc, de ce fait, ils commencent à prendre la maîtrise sur le sujet. C'est hébergé potentiellement chez eux. Donc, ils ont complètement la main sur ce qui est déployé. Au pire, c'est déployé en SaaS, mais c'est que pour eux, ils le savent et on leur donne les informations. Dernier élément, on va leur dire en plus, tous les gens métiers là, qui vous enquiquinent avec tous leurs petits projets, là, vous n'avez pas le temps parce que vous êtes débordés, ils vont plus avoir besoin de vous. Et ils vont plus avoir besoin de vous, et en théorie, en plus, ça va pas casser
ce que vous avez côté IT, parce qu'on est purement côté logiciel, et vous n'allez pas être concerné en fait par leurs problèmes. Ouais. Et vous n'allez pas être obligé d'apprendre un langage ou un truc que vous ne comprenez pas. D'ailleurs, vous les comprenez pas, mais ils vous comprennent pas plus, donc qu'on se mette d'accord. Et donc eux, ils vont pouvoir mettre leur tambouille, ils vont pouvoir faire leur cuisine dans leur écosystème, dans leur application, designer leur process, c'est leur métier, c'est leurs besoins, ils vont pouvoir dessiner des choses, ils vont pouvoir faire des beaux diagrammes, et à la fin, ils vont appuyer sur un bouton et j'ai mes formulaires, ça marche, et c'est mon process qu'elle a, quoi. Donc c'est plutôt magique. Ouais. C'est un discours qui plaît du coup. C'est un discours qui plaît, oui. Le fait de se dire on prend des ingénieurs, j'ai plus besoin de développeurs. En tout cas, pour la partie métier, j'ai plus besoin de mettre un lien entre des gens qui parlent en 0 et en 1 et d'autres qui parlent en 0 et en 1 mais avec des euros derrière et donc à la fin la communication finalement ne marche pas. Donc il faut forcément un traducteur. On va enlever une partie de la chaîne. Donc finalement ça va plus vite. Les métiers sont directement à l'œuvre. Et on essaie effectivement de réduire les temps de développement, en tout cas les temps de paramètres, de rendre à César ce qu'est à César, c'est-à-dire vraiment le produit au métier, et les métiers deviennent responsables de leur métier. Et après, les développeurs sont là pourquoi ? Pour assurer que le service derrière, effectivement, leur permette de répondre à ça, de sécuriser, potentiellement de faire des sauvegardes, de gérer tout ça, et de leur rendre la vie plus belle. Chose qu'on fait en fait depuis des années, c'est juste que maintenant, on change un peu de fonctionnement. Ouais, je vois. Écoute, top, merci beaucoup Cédric pour cet échange. J'aurais 2 dernières questions pour toi qui sont un peu les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a une ressource que tu aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs ? Alors, il y en a une, en partie, il y en a même 2 pour le coup sur les ressources. J'ai beaucoup parlé de BPM et je vous invite réellement à aller regarder la norme parce que c'est extrêmement intéressant, ça existe depuis des années, mais même pour les développeurs, typiquement, c'est un beau moyen de pouvoir designer un process et de parler un même langage avec des gens du métier. Le deuxième élément, également, c'est qu'on parle de projet ERP. On parlait de low-code. On n'a pas forcément parlé de manière, ou en tout cas de stratégie projet, de comment ça peut s'inscrire et comment ça peut se mettre en place. On est vraiment resté sur le produit et la technique. De voir tout ce qui est effectivement autour de la mise en place. Qu'est-ce que ça implique, la mise en place d'outils et de produits low-code ? On parle beaucoup d'agilité, c'est très à la mode. Tout le monde se dit que le monde agile, c'est magique, ça répond à tout. Ce qui n'est pas une réalité d'ailleurs, pour le coup. Mais effectivement, de se rapprocher un petit peu de tout ce qui se passe, c'est-à-dire les environnements de projet au sein du développement, qu'est-ce que ça implique, et c'est quoi la passation au niveau du no-code. Est-ce qu'on a les mêmes obligations ? On a des clients, typiquement, quand on parle de no-code, ils s'imaginent que les specs, ça sert à rien, ils ont juste à faire mieux, ça tourne. Non, en fait, il y a une vraie démarche dessus, et c'est des choses vraiment qu'il faut aller lire et qu'il faut aller voir. Okay. On a des belles vidéos sur ça, pour le coup, en plus. Même sur notre chaîne YouTube, il y a des trucs intéressants sur le BPM et la mise en place. On mettra du coup des liens en description. Et dernière question, quelle est la question la plus importante à laquelle ce podcast essaie de répondre ? Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Je suis plutôt tabulation. Plutôt tabulation. Et top. Et merci beaucoup Cédric. Avec plaisir. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je pense qu'il faut effectivement s'intéresser à ces sujets-là. Je trouvais ça intéressant, moi qui vous parle tant de no-code et de low-code, de voir un peu comment est-ce que ces outils-là sont construits. On a vu, il y a des tas de sujets de sécurité, de complexité, qui sont peut-être des sujets au final qu'on devrait tous se poser sur toutes nos applications, qu'on fasse du no-code ou pas. Donc merci à tous. Merci aussi toujours de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous. Et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.